Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 32e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Ce soir, comme à chaque semaine, nous recevons bien entendu Silvano Trotta. Salut Silvano. Salut Antoine. Tu Salut vas Marc. bien? Ça va super. Salut tout le monde. Et voilà, et il se présente tout seul comme un grand, comme à la maison. Monsieur Marc Gray va aussi nous accompagner ce soir. Salut Marc. Salut Antoine, salut Silvano, content d'être avec vous. Et puis, malheureusement, ce soir, c'est un petit peu l'hécatombe côté chroniqueur. Solène est encore un petit peu souffrante. Hervé, pareil, ou alors il est sur son tournage. Pas de nouvelles d'Hervé pendant une semaine. J'espère qu'il va bien. Mais nous retrouverons tout de même Aurore en fin d'émission pour la rubrique revue de presse. Et puis, Patrice Marty. Alors, Silvano, semaine très très mouvementée. Je rappelle l'épisode de la semaine dernière. On a parlé des mèmes et je dis bonjour à tous les mèmes qui nous regardent d'ailleurs parce que la vidéo a explosé. On ne sait pas pourquoi. Toi, ton compte aussi a explosé. Tu as été un petit peu interdit de Facebook. Tu vas nous expliquer tout ça et puis tout ça, c'est revenu en place. La semaine dernière, tu t'en souviens, quand on avait enregistré l'émission, je pensais qu'avec 400 membres des mêmes supprimés, c'était bon. Mais, avec tous les admins, on s'est quand même mis au travail. On a nettoyé le groupe de A à Z et tout y est passé. Et donc, ce jour, on n'est pas loin de 1000 comptes supprimés. Donc, j'étais très en colère samedi soir quand mon compte Facebook a été bloqué. C'est revenu le dimanche à midi, après avoir dû donner ma carte nationale d'identité à Facebook. Mais bon, lundi, cette colère était tombée. Parce que, en fait, je peux pas garder de colère. Et puis, ces mèmes me manqueraient presque. En fait, ils ont un humour très particulier. Même si je partage pas toutes leurs formes d'humour, mais prises individuellement, ils sont en énorme majorité sympas et intelligents. En groupe, laisse tomber par contre. Alors là, l'intelligence, il la laisse de côté juste pour la déconne. Mais beaucoup m'ont contacté en messagerie privée, me disant qu'ils s'intéressaient réellement à l'ufologie. Quand je discute avec eux, leur niveau est assez élevé quand même, lors des échanges. Preuve qu'ils n'ont pas été chercher tout ça juste pour la déconne. Et certains ont aussi une conception de l'ufologie que j'aime bien, parce qu'en disant que pour eux, l'ufologie, ils y croient, tout en sachant qu'il y a plein de choses qu'il faut laisser de côté, et qu'il y a plein de choses où on essaie de discréditer l'ufologie, justement la vraie ufologie, par des trucs un peu couillons, quoi. Donc, allez, je les réintroduirai petit à petit, ceux qui veulent revenir, il n'y a pas de souci. Je les aime bien. Allez, bise on aime. Puis ils m'ont fabriqué des tonnes et des tonnes d'images. Tu en as envoyé quelques-unes, Antoine. Ils ont une imagination sans limite. Mais les départs n'étaient pas dus uniquement aux mêmes. On a eu aussi des départs naturels à cause de l'actualité. Eh ben, tu penses, un astronaute français qui va rejoindre l'ISS. Donc évidemment, il y a plein d'articles sur Baïkonour. Et là, beaucoup de membres récents ont du mal à comprendre que nous, on n'y croit pas. That's life. UAT n'est pas là pour plaire au grand nombre. Il suffit de lire le descriptif du groupe pour comprendre que ce n'est pas un groupe accessible à tous. D'ailleurs, tu sais quoi, Antoine? Un truc de malade. Sylvie Ségalas, l'une de nos admins, m'a raconté que jeudi matin sur RMC Radio, ils ont expliqué qu'il y avait dans la capsule, supposée partir pour l'ISS, un petit objet suspendu qui les avertirait quand ils seront en apesanteur. Bon, rien d'anormal là-dedans. Mais tu sais ce que c'est, Antoine, ce petit objet? Un petit lapin blanc. La matrice se fout vraiment de nous. Je vous avais dit à Rock et à toi, lors de notre émission à 3, que le lapin blanc allait se remanifester rapidement. J'espère, Antoine, que tu l'as gardé et pas coupé au montage. Eh bien, écoute, je sais plus. Et puis pour ceux qui veulent effectivement regarder l'émission, là, ça y est, elle est en ligne. Vous avez juste à zapper à la fin de Demi-Aspe pour vous régaler pendant 2 heures avec Rock. Génial. Sinon, dans l'actu du groupe, cette semaine, je t'ai sélectionné
qu'un seul article. Nous, c'est vrai que sur UAT, on a la tête dans les étoiles. Tout le temps, hein, pour observer un petit peu ce qui se passe. Mais, savais-tu, Antoine, que l'environnement unique de l'air, de l'eau et de la Terre, notre planète, ont créé une énorme diversité dans le monde de la biologie. Un rapport d'étude sur le nombre d'espèces présentes sur Terre a rapporté la possibilité selon laquelle il y aurait 1 billion, je dis bien billion avec un B comme Béatrice, c'est-à-dire 1000 milliards d'espèces différentes. Ce nombre est au moins 10 fois supérieur en comparaison des rapports d'études précédents. Ce qui signifie, Antoine, que 99,99% des espèces présentes sur la Terre n'auraient jamais été découvertes. Dans un communiqué de presse, le professeur adjoint de biologie à l'université Bloomington de l'Indiana, J.T. Lennon, a déclaré « L'émergence de la diversité microbienne est beaucoup plus grande que notre imagination. » Dans cette étude, Lennon et son collègue Ken Losey, ainsi que l'équipe qui ont étudié les bases de données et les sources d'un grand nombre de pays et d'universités. Leurs résultats ont été publiés dans une édition de Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America de juin 2007. Tu peux le redire, je l'ai mal entendu. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Ils ont recueilli 35 000 sites dans le monde et ont compté une liste de 5,6 millions d'espèces, allant des grands mammifères, bien entendu, à des organismes unicellulaires ou multicellulaires. Basé sur le principe de proportionnalité, le nombre mondial d'espèces peut être estimé à 1 billion, soit 1000 milliards. Selon l'étude, il est difficile de mesurer la théorie de la biodiversité, et cela comprend la collecte de données à partir de microbes et de décomposition microbienne. La compréhension de la diversité biologique est donc généralement limitée à un grand nombre d'espèces animales et végétales. En étudiant les données des microbes, l'équipe a néanmoins été en mesure de trouver comment les microbes se déposent généralement ou plus rarement dans le corps. Ils peuvent ensuite utiliser la loi de l'échelle, qui est commune de la communauté scientifique, pour prédire les caractéristiques de la biodiversité et estimer combien d'espèces existent réellement sur toute la planète. C'est l'un des plus grands défis de la biologie, a déclaré J.T. Lennon. Afin de mesurer les résultats de l'équipe, une étude conduite en 2011 estime qu'il y a 8,7 millions d'organismes formés à partir des différents types d'eucaryotes par des agrégats complexes de cellules, y compris les animaux, les plantes et les champignons. Le Earth Microbiome Project a quant à lui fait récemment part de son analyse de 10 millions d'espèces microbiennes. En d'autres termes, nous sommes encore très loin de découvrir 1 billion d'espèces comme mentionné plus tôt. Selon les auteurs, lister toutes les espèces microbiennes sur Terre serait un grand défi qui est presque inimaginable. Mais pour comprendre la vie, l'humanité doit alors commencer à plus travailler quelque part. Comme cartographier la Voie lactée et les autres galaxies nous aide à comprendre et à mesurer notre place dans l'univers et son histoire, comprendre l'immense diversité de la vie microbienne nous aide à comprendre et à mesurer notre place dans l'évolution de la vie Terre, a déclaré Ken Losey à EFL Science. Et moi qui lisais des livres plus jeunes sur la vaccination, il y avait des biologistes qui estimaient à l'époque, figure-toi, à des chiffres presque plus gros, à 10 puissance 33 types de microbes et virus qui seraient présents sur Terre. Donc imagine, je disais souvent, recevoir 10 puissance 33 vaccins pour se protéger de tout cela. Une petite anecdote pour miasme. À l'époque de Louis Pasteur, le grand Louis Pasteur français, le grand nom de la biologie française n'était pas du tout Louis Pasteur, qui était un triste inconnu, mais c'était Antoine Béchamp. Et Antoine Béchamp traitait Louis Pasteur de triste crétin en disant « Louis Pasteur, c'est le gars qui va sur un champ de bataille, voit des cadavres, voit les mouches, évidemment, tourner autour des cadavres, et dit « Supprimons les mouches et il n'y aura plus de morts. » Voilà, c'était la fin de la chronique UACN. En tout cas, tout ça pour dire, c'est qu'il y a très peu de chances qu'on soit seul. vu le nombre de probabilités de vie. Alors un billion, ça fait 10 puissance 12 hein, c'est ça.
pour ceux qui voudraient compter. Ok, bah, écoute, on te remercie et puis on en profite immédiatement pour accueillir Patrice Marty. Salut Patrice. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Bon, dis-moi, j'ai l'impression que tu nous rentres un petit peu tout bronzé là. Tu étais sur l'île de Pâques il n'y a pas longtemps, c'est ça? Oui, j'arrive tout droit de l'île de Pâques. Je suis rentré il y a une dizaine de jours. Donc, oui, alors Patrice, nous, on t'avait reçu, il me semble, c'était au mois de juin, et tu nous avais fait rêver parce que tu nous avais parlé de tous tes voyages jusqu'à la fin de l'année, Oui. Tes baignades avec les dauphins, t'es parti Oui. un petit peu partout à travers le monde. Allez, Oui. le bilan, c'était l'éclate? C'était plutôt pas mal, ouais. Ouais, non, c'est vrai j'ai une année un peu chargée sur les voyages. J'ai fait au mois d'avril le Pérou, la Bolivie. Au mois de juin, la Bosnie. Au mois de juillet, j'ai fait Malte et les crop circles. Au mois d'août, les dauphins. Et je repars bientôt parce que je vais aller voir les pyramides qui sont un peu cachées à l'île Maurice. Ouais, il y a des pyramides à l'île Maurice. Ah oui. Oui, il y a 7 pyramides, belles pyramides, il y en a 7, et leur particularité, c'est qu'elles sont assez semblables de celles qu'on peut retrouver sur Tenerife. Elles ont la même orientation, la même forme, la même structure. Voilà, donc c'est intéressant d'aller voir ces tas de cailloux, comme ils disent là-bas, parce que pour eux, c'est uniquement que des tas de cailloux que les fermiers jettent comme ça négligemment pour nettoyer les champs de canne à sucre. Mais les pierres là-bas, à l'île Maurice, elles sont intelligentes, elles montent comme ça, à niveau, avec des degrés, avec des escaliers, avec des pierres de taille au niveau des angles. Enfin voilà, j'ai envie d'aller voir ça de plus près. Et voilà, puis c'est pas une destination qui est des plus ennuyeuses, donc c'est Noël. Non, effectivement, tu les choisis Voilà. pas très bien, c'est pas terrible ta destination. Bon, et puis des fois, J'en prépare d'autres pour l'année prochaine. Hein. Écoute, dès qu'elles sont sur ton site, nous on les met en ligne sur le nôtre dans l'agenda. Et puis quand il y en aura plein, on fera encore un petit tour d'horizon pour donner envie aux gens de se joindre à toi. Avec grand plaisir. Ouais, plus bien sûr aussi on n'en a pas parlé, les crop circles en Angleterre. Oui, oui, il y a eu des choses pas mal cet été. Alors, c'est vrai qu'il y en a moins que les années passées, donc on fait vite le tour. Voilà, concrètement, il y en a moins. Les fermiers aujourd'hui coupent beaucoup aussi dès qu'ils ont une formation dans leur champ. Et il y a toujours eu aussi des petits plaisantins qui s'amusaient à faire des dessins. Donc, mais voilà, c'est toujours aussi magique pour moi d'aller là-bas. Ça fait 15 ans maintenant que j'y vais. La région est toujours aussi incroyable. Il y a vraiment une énergie très, très particulière là-bas tout autour de Stonehenge. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un truc incroyable. En plus, j'ai les autorisations du gouvernement anglais où avec mon groupe, on a les autorisations pour rentrer à l'intérieur de Stonehenge. On fait pas le tour comme les moutons que sont les touristes lambda. Et j'ai rien contre, hein, mais voilà, c'est vrai que pour moi, ce qui est important, c'est d'être à l'intérieur de Stonehenge. Il y a cette ligne d'or et cette ligne d'argent qui se croisent. De pouvoir être pile à cet emplacement, c'est vraiment très intéressant au niveau énergétique. Stonehenge, c'est le saint des saints, et voilà, donc tout est déjà en ligne sur le site pour l'année prochaine. Au mois d'avril, je fais un nouveau voyage sur les îles Galapagos et l'Équateur. C'est quelque chose que je connais pas. On va avoir plein d'artefacts à vous parler plus tard. On est sur la piste d'une collection privée des objets du père Crespi. Voilà, enfin plein de choses magiques. Voilà, on a plein de projets aussi. L'île de Pâques de nouveau l'année prochaine. Voilà, j'adore ça. La Bosnie, bien évidemment, avec Sam Osmanagic qui nous accueille chaque année là-bas au mois de juin pour le solstice d'été. Donc je vais faire 2 solstices d'été cette année. Un que j'ai fait sur les pyramides de Bosnie au mois de juin, et je vais faire mon 2e solstice d'été à l'île Maurice, sur les pyramides de l'île Maurice. C'est cool. Voilà. Hein, pourquoi se priver, tu as raison. C'est ça. Alors moi j'avais une question que je te pose à chaque fois parce que j'adorerais voir cette enquête aboutir, tu sais. C'est la fameuse enquête que tu avais chargée l'un des prêtres, ou en tout cas des grands chefs de l'île de Pâques, Rapa Nui, Ouais. pour retrouver ce fameux crâne de cristal qui avait été dérobé par un archéologue français. Oui. Est-ce que l'enquête avance?
Alors, l'enquête a un petit peu avancé. J'ai retrouvé le fils de cet archéologue qui lui, n'avait plus aucun lien avec son père depuis une vingtaine d'années maintenant. Quand il est arrivé, l'appartement de son père avait été totalement pillé, vidé. Et aujourd'hui, a priori, j'aurai le contact de la fille de la personne qui aurait récupéré tous les objets. Donc c'est compliqué parce que les gens sont décédés entre-temps. C'est les descendants maintenant qui seraient en possession ou sont en possession de certains objets. Pas forcément obtenus très légalement. Donc voilà, c'est compliqué, c'est long, voilà, c'est un travail de longue haleine. Là, quand j'en discutais encore avec ce descendant tomatois sur l'île de Pâques la semaine dernière, il y a 10 jours, voilà, ils me disaient qu'ils avaient aussi, eux, des informations, alors info ou intox, que le crâne aurait été vu dans une vitrine en France. Je ne sais pas si c'est chez des privés, je ne sais pas si c'est dans un musée. Donc voilà, on est en train de creuser cette piste aussi. Dès qu'il y en a une qui s'ouvre, je vais jusqu'au bout pour être sûr de ne pas passer à côté. Mais je garde toujours cette mission. Je ne devais pas y retourner l'année prochaine, pour tout te dire, à l'île de Pâques. Je voulais y aller tous les 2 ans. Et quand j'ai rencontré de nouveau ce descendant de Tomatoa, du premier roi de l'île, oui, c'est le premier roi de l'île, il me disait, quand tu reviens l'année prochaine, alors je suis en train de lui expliquer que forcément je ne reviendrai peut-être pas l'année prochaine. Et il me dit, non, mais ce n'est pas une question que je te pose, tu reviens l'année prochaine, parce que pendant l'année qui va s'écouler, je vais te sculpter un crâne avec la terre de l'île. C'est bien parce que c'est une île qui est totalement volcanique, et donc il m'a confirmé que ce sera un crâne en pierre de lave de l'île de Pâques qui va me sculpter, donc il faut que j'aille le récupérer l'année prochaine. Voilà. Ah oui, là, t'es obligé. Ouais. Bon, ah oui, obligé. Ouais, je ne devais pas y aller, mais bon, là, voilà. Forcément, un cadeau comme ça se refuse pas. Non. En tout cas, voilà, nous, on continue à suivre cette aventure parce que moi, je la trouve passionnante. Et puis, oui, moi aussi, c'est vrai que c'est une vraie mission qui m'a été confiée par ces anciens là-bas. Voilà, j'adore pouvoir discuter avec eux de toutes leurs légendes, de tout ça, des Moai, de toute cette culture aussi, puisque le crâne de Automatois, c'était pas un crâne rond comme le nôtre, hein, c'était un crâne allongé. Voilà, donc pas forcément sapiens. Et voilà, ça m'intéresse d'autant plus avec tout le travail que je fais sur les crânes allongés à travers le monde, qui pour moi sont des crânes extraterrestres. Donc voilà, j'ai cette mission et j'aimerais bien pouvoir m'en acquitter et remettre la main sur ce crâne. Donc si quelqu'un a des infos, je suis preneur. Ok, mais voilà, vous contactez Patrice ou vous nous contactez. Ouais, tu feras le lien à Patrice sans aucun problème. Voilà, et puis bon, tu as une autre mission aussi sur cette terre de France, visiblement chaque année, c'est l'organisation d'un salon. Alors, on va passer à la page programme professionnel de l'agenda. Ouais. Donc, c'est le salon du bien-être bio et thérapie la semaine prochaine, les 25, 26 et 27 novembre, à l'Espace du Lac à Bordeaux. Alors, c'est 160 stands, 90 conférences, ateliers et animations, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus C'est des rendez-vous pour moi qui sont devenus incontournables. Je n'étais pas de base fait pour organiser ce type de... Mais c'est vrai que pour moi, ça a été la solution la plus simple par rapport à mon parcours professionnel, que de créer ce type de salon pour qu'un maximum de gens puissent avoir accès à cette information. C'est vrai qu'on a beaucoup d'exposants. Là, on a vraiment des choses différentes, variées, diverses dans plein de domaines. On a un secteur alimentaire bio, un secteur maison, un secteur santé, beauté, bien-être, thérapeute. Tout ça vit parfaitement ensemble. J'ai créé un premier salon à Mandelieu, sur les Alpes-Maritimes. Ensuite, il y a celui de Bordeaux qui s'est calé l'année dernière pour la première fois. Là, on fait la 2e édition. On a fait Toulouse cette année aussi pour la première fois. Et voilà, j'ai des salons comme ça qui se mettent en place. Mais parce que pour moi, c'est vraiment la solution la plus facile et rapide pour toucher un maximum de monde en très peu de temps sur des sujets divers et variés. On a, comme tu disais, 80 conférences sur le salon. Je reçois un lama tibétain qui est avec nous pour faire une méditation. Moi, je fais des conférences sur les crop circles, donc le grand écart. Au milieu, j'ai des médecins qui viennent, j'ai des gens plus incroyables les uns que les autres. Là, on a Lilou Massé qui va être avec nous.
On a M. Canavi qui travaille sur l'alimentation. Voilà, on a François De Witt, qui est un ancien de la radio et de la télé, économiste, et qui va nous faire une conférence sur l'âme. Voilà, il est polytechnicien, monsieur. Enfin voilà, on a vraiment plein de choses, et tout ça pour une entrée à 2 €, parce que, encore une fois, je veux que ça reste le plus accessible possible au plus grand nombre. Et voilà, c'est ma mission. Alors, tout ce qui est voyage, c'est mon côté passion, de mes recherches, de mes passions, et de mes rêves d'enfant, que j'essaie d'assouvir à travers ce voyage. Et après, il y a le côté professionnel, où j'organise ce type de manifestations, qui pour moi sont vraiment essayer de transmettre un maximum de choses à travers ces salons, de par les exposants qu'on peut y découvrir, les produits qu'on peut y découvrir et les conférences qui sont proposées. D'accord. Alors, est-ce qu'à ce salon, tu auras cette année quelqu'un qu'on a reçu dans Rencontre hors du commun et que tu connais très très bien, et qui est aussi une amie à Sylvano, Audrey Dufour? Non, alors Audrey, ça va là, parce qu'à Bordeaux, c'est un peu loin. Elle est avec nous sur le salon à Mandelieu, mais Mandelieu, ouais. malheureusement, de venir à Bordeaux, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, oui, que j'embrasse. Voilà, Audrey, et les filles et son petit mari qui travaille sur les salons en tant que régisseur avec moi. Et voilà, donc c'est vraiment des gens que j'ai dans le cœur. Et malheureusement, c'est vrai que Bordeaux, c'est un peu loin, les deux petites à s'occuper. Donc, Ok, bon, voilà, donc pour tous ceux qui sont dans le coin du sud-ouest, ou voire même ceux qui veulent faire un peu plus de chemin, hein, c'est l'occasion de se déplacer. C'est sur 3 jours, 2 €, bah, ça vaut vraiment pas le coup de se priver. Et puis, c'est vraiment un lieu de rencontre où il y a plein de choses à découvrir, que ce soit au niveau des stands ou au niveau des conférenciers. Ah ouais, on a vraiment des conférences super, enfin, vous verrez, c'est très bonne ambiance. Et voilà, moi j'adore pouvoir proposer ça au grand public. Et voilà, on travaille sur d'autres éditions dans d'autres villes, dans d'autres régions, avec toujours le même concept. Et c'est vrai que les auditeurs sont toujours super contents. Et voilà, on continue sur ce chemin. Ok. Bon, Patrice, on te remercie de nous avoir fait ce petit coucou. Merci Antoine, merci pour ton accueil. Merci à vous tous. Avec plaisir. On va te libérer parce que je sais que tu as d'autres obligations juste après. Là. Ouais. Merci Antoine, à bientôt. Merci pour le passage. Bon, bien voilà, on va donc continuer sur cet agenda du 21 au 27 novembre avec, alors, on vous en a déjà parlé, hein, c'est l'exposition qui se trouve donc à Mauriac, dans le Cantal. Ça se passe du 4 au 30 novembre, donc vous avez jusqu'au 30 novembre pour aller voir les photos exposées de Laurent Costa, Pascal Noémie, Claire Tress, Dominique Kubler et Agnès Arras. Et pour en savoir un petit peu plus, on a même fait un numéro 30 spécial, une petite demi-heure, pour vous expliquer ce qu'est cette expo Mémoire de Ruisseau, où vous allez voir plein d'ondines, c'est chouette. Voilà. Ensuite, Sylvano, on a Laila Del Monte. Communiquer avec les animaux. C'est le jeudi 24 novembre à 20 h. Comprendre leur chemin vers l'autre monde. Laila Del Monte nous invite à reconsidérer notre relation avec eux et ainsi à les respecter et les aimer davantage. Voilà, c'est une Laila Del Monte, une pionnière dans la communication animale en Europe et aux États-Unis. Et c'est un roman. Salle Charles Michels. Voilà. Elle est très très connue, hein, Laila Del Monte, dans ce milieu-là. Très belle empathie avec les animaux. Donc une conférence, si vous êtes dans le coin, c'est dans le 26, à absolument aller voir. Ensuite, nous avons Umberto Molinaro. Allez, Crop Circles, conférence en Bretagne avec Umberto Molinaro, qui sera donc les 24, 25, 26 et 27 novembre, successivement à Vannes, Landerneau, Saint-Brieuc, et finira à Nantes. Donc les mystères et révélations, enseignements avec Umberto Molinaro, que vous connaissez par cœur. Voilà, et qu'on a reçu aussi, je ne sais plus, c'était dans le 28 ou le 29, de Miasme, et il nous fait tout son agenda jusqu'à 2017. Donc voilà, regardez l'émission, ça vous permettra de savoir s'il passe près de chez vous. Voilà. Ensuite, le vendredi 25 novembre, toujours à Romance. Le vendredi 25 novembre, toujours à Romance, nous avons les 9 problématiques de l'âme vues par l'énéagramme, connaissance de soi par l'énéagramme. L'âme, en s'incarnant, prend une connotation vibratoire qui va lui faire vivre une forme de personnalité.
En fait, c'est comme si l'âme prenait un fardeau, une sorte de karma, qui va l'obliger à réagir pour atteindre une forme d'évolution vertueuse. Et c'est avec Rose et Gilles Gandhi. C'est ça. Et là aussi, bon, je fais des petits rappels sur les anciennes émissions, mais c'est vrai que maintenant on commence à avoir reçu un petit peu de monde. On avait reçu Christelle Hachette, qui a écrit, qui fait des séances sur l'anéagramme et qui a écrit aussi un livre, il me semble, sur l'anéagramme. Voilà, c'était plutôt intéressant et qui poste très régulièrement des vidéos pour comprendre ce qu'est l'anéagramme. Ensuite, et le salon du bureau, on l'a vu avec Patrice Marty. Oui. On va sauter la conférence suivante, parce qu'on va en parler avec Marc de suite. On va juste finir avec les yogis. Oui. Alors, ce sera le dimanche 27 novembre, les Yoga Sutras sur une voie vers l'éveil avec Éric Sablé, Sylvie Torel et Daniel Puig à Toulouse. Donc, il y aura une matinée de pratique avec Sylvie et Daniel, qui sont professeurs de yoga diplômés, et l'après-midi de découverte et d'approfondissement avec Éric Sablé, qui est un conférencier, écrivain, traducteur dans le domaine de la spiritualité et des religions de l'Inde. Il a écrit un livre, les Yoga Sutras de Patanjali, à la lumière des premiers commentaires indiens. Voilà. Et donc, c'est toujours quelque chose d'intéressant à aller voir à Toulouse. Et enfin, on l'attendait tous. Ah oui. Nous avons Monsieur Margret qui nous fait son 54e dîner OVNI et 20e rendez-vous de l'éveil à Rouen. Ça commence à faire, hein, effectivement. Et là, il sera vraiment question d'éveil, en fait, puisqu'on aura David Bouquet sur place. David Bouquet qui viendra de Paris spécialement à Sotteville-les-Rouen, près de Rouen, pour nous parler des thèmes suivants. Sortir de l'hypnose, l'éveil, pourquoi et comment, et avant tout, la nécessité de la transformation, pourquoi la libération est vitale. Il va nous donner des clés, en fait, une boîte à outils et définir pourquoi c'est nécessaire de sortir de l'hypnose collective et ce que c'est que l'éveil, en fait. Donc, David Bouquet, lui, est un bioénergéticien à Paris. Il est psychologue. Il a énormément de clients, de patients, et il fait très peu de conférences, en fait. Généralement, il s'exprime devant un parterre de spécialistes thérapeutes, mais là c'est chez nous, qui va venir s'exprimer. C'est un spécialiste en biorésonance de la méthode Paul Schmidt en Allemagne. Il est diplômé d'État en psychosociologie clinique. Ça fait un petit peu barbare quand je dis ça. De l'Université de Jussieu. À Paris, il a une spécialisation en thérapie brève, donc la PNL, l'hypnose érectionnelle, l'intelligence émotionnelle, etc. Pour lui, toute pathologie est information, donc il va s'intéresser et nous donner des clés sur l'information qui peut provoquer, qui amène à la psycho-énergétique globale, qui présente une approche orientée sur les causes et non pas que les effets. Parce que c'est effectivement le problème de la médecine traditionnelle et pharmaceutique, c'est qu'elle s'intéresse aux effets, mais jamais à la cause. Donc lui, il va nous parler de tout ça. Donc ça va être passionnant. Il a écrit un livre sous le pseudo de David Guillaume. Ce qu'il va nous enseigner, en fait, c'est cette métamorphose de l'ego vers le non-ego. Hein, la connaissance pour se révéler, pourquoi et comment on peut s'élever en vibration et les moyens qu'il va nous donner, c'est l'ouverture du cœur, le travail sur l'ancrage, la respiration, la connexion, la correction d'état émotionnel. Il a fait beaucoup de travaux sur l'holo énergétique avec le docteur Lascaux, je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, il va nous donner des clés et s'entretenir aussi, on va débattre ensemble, il va répondre à nos questions et ça devrait être super parce que lui est convaincu qu'on a été bridé au départ avec notre genèse et est convaincu de notre exo-conscience, qu'il y a quelque chose à débloquer dans nos capacités naturelles de départ. Donc voilà, ça va être super. Là, on va vraiment se pencher sur des solutions concrètes. D'accord. Un sujet, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de David Bouquet, hein, donc très bien de pouvoir voir de nouvelles têtes. Et donc, en plus, il sera sur place. Oui, tout à fait. Il nous fait la fleur, ce David Bouquet, de venir à Rouen. Ok. Donc, pour participer au dîner OVNI
de Marc. Il y a son numéro de téléphone, son adresse mail sur l'affiche. Vous le contactez si vous voulez avoir plus d'informations et pour réserver vos places à ce dîner à l'étrier. Voilà, exactement. Donc, alors, tu n'arrêtes pas d'enchaîner en ce moment les conférences et les événements. Tu étais, comme Patrice, la semaine dernière au salon BTLV. Oui, j'étais là-bas et c'est vrai que ça devait bien se passer. En fait, ça s'est bien passé avec le public, puisque après la conférence, j'ai eu une vingtaine de personnes qui m'ont suivi pour me poser des questions. Et en fait, finir cette conférence, parce qu'on a eu des énormes soucis techniques. Mon PowerPoint n'arrêtait pas de planter. La configuration de la salle exigeait qu'une régie où se tenait Mathieu, et aussi Bob d'ailleurs, pendant ma conférence, était obligé de suivre les instructions du conférencier sur scène pour passer à la diapo suivante et jouer les vidéos et les diapos. Donc c'était problématique parce que je me suis retrouvé quelques fois sans mon ordinateur, donc sans fil conducteur devant moi. C'est pas un problème. C'était pas un problème parce que j'ai pu enchaîner à d'autres points qui ont effectivement interpellé pas mal de personnes, ceux qui ont envie de saisir ces questions qui dérangent, puisqu'on a parlé de pas mal de choses concernant l'ufologie, mais l'ufologie comme étant réelle et non pas de la science-fiction, comme certains voudraient qu'elle se cantonne, c'est-à-dire à une espèce de sujet cloisonné, à part des autres, des petites lumières dans le ciel, éventuellement quelques contacts avec des entités, mais ça reste de la science-fiction. Donc moi, malheureusement, je me connecte à cette réalité de notre quotidien, de notre monde, et ça ne plaît pas à tout le monde, effectivement. Donc, public magnifique, très sympa, ouvert, et qui était interpellé donc, par les questions que j'ai pu soulever, poser, et aussi les solutions et hypothèses que j'ai pu émettre, et également les argumentations que j'ai étayées de façon détaillée. En tout cas, on ne les a pas toutes vues, mais bon. Le cœur y était, en tout cas sur un bout de table, après sur un des stands, on a fini la conférence, enfin je l'ai fini sur mon PC portable, donc voilà, ça s'est quand même bien terminé. Ok. Ouais, bon, après j'ai cru comprendre du coup que tu allais peut-être refaire cette conférence chez Alexis Bordin sur le centre culturel. Oui, exactement. En fin d'année, oui. En fin d'année. Je vais la refaire pour qu'elle soit accessible à tous et à toutes. Et donc, c'est une manière de diffuser, de divulguer et de ne pas cacher sous le boisseau les choses qui ont été dites et pour lesquelles j'ai fait une recherche quand même qui dure depuis 4 ans, 2011. Donc, il n'y a pas de raison que le plus grand nombre n'ait pas accès à ces conclusions. Bah, si tu veux que ce soit le plus grand nombre, faut pas aller chez Bob, Marc. Déjà, c'est limité, c'est pour des abonnés. Qui c'est qui va payer pour être abonné chez Bob, franchement? Bah écoute, les fans, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, à l'avenir, ça va être les fans d'Hubert Reeves, de Bayrou et de François Bayrou et de Ramayad. C'est quoi cette histoire? Eh oui, c'est ce qui a été dit sur scène avant mon passage et avant celui de Patrick Drault. C'est que les invités seraient plus tournés vers le mainstream, donc François Bayrou, Ramayad et Hubert Reeves. D'accord. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu Max, en fait, cette semaine. Entre Trump, la divulgation extraterrestre, Hillary et certaines images de nos politiques et d'espèces extraterrestres, bon, il faut prendre aussi les sujets sérieux, parce que moi, j'y traite sérieusement, mais avec un certain recul, donc au 2e et 3e degré, et même si je montre des témoignages hyper sérieux, il faut toujours un petit peu les présenter en décalé, parce que les gens ne sont pas habitués vibratoirement à aborder les sujets inconnus. Pour la plupart d'entre eux, ça reste de la science-fiction. Voilà. Et les personnes ont vécu des choses, et sont venues me suivre après, pour finir cette conférence, en me parlant de leurs propres expériences de contact. Donc voilà, c'est très intéressant. Et juste pour finir sur ce périple dans le sud-est, tu as ensuite été 3-4 jours chez Michel Rousseau parce que vous avez un projet commun. Oui, exactement. On a été sur les traces du tournage de son film
Les Gardiens de la Matrice. Donc on a été filmé, on est allé filmer sur des lieux assez mystérieux, et aussi on a ajouté d'autres lieux surprises dans ce tournage, ce périple des lieux de tournage. Et donc ça sera comme un mini documentaire sur le making-of de son film, avec des témoignages étonnants, notamment sur le plateau d'Albion, la base du plateau d'Albion, et là ça sera la grosse surprise. Albion nous a bien écoutés, puisqu'on était devant pendant 1h30 en train de papoter devant le grillage. Et effectivement, Michel ne se sentait pas trop bien après. Je pense que c'est l'effet des paraboles de la DGSE qui a dû influer sur son système nerveux. Moi, je l'ai bien pris, il n'y a pas eu de souci, mais c'est vrai que je peux comprendre. En tout cas, on a observé la super lune se lever sur la base du plateau d'Albion, en tout cas. Voilà. C'est chouette. Ouais. Et t'as bien fait d'y aller parce que nous en Normandie on vit rien. C'était ciel couvert, la super lune, j'en ai juste entendu parler. Okay. Et vous verrez. Bon, écoute, c'est simple. Vous verrez justement une petite incursion dans les souterrains d'Albion. Voilà. Ouais, c'est chouette. Donc ce petit documentaire, il va. Ce petit documentaire, vous pensez le sortir quand? Eh bien, tout dépend de Michel et sa capacité à monter ce documentaire rapidement avec tous les autres boulots qu'il a en dehors. Donc, il le donne à Antoine en 1 heure, c'est vrai. Non, il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de lieux visités et effectivement, on a aussi une autre interview à faire pour l'inclure dans le document, en fait, dans le making-of. Donc, ça sera très intéressant sur le making-of, qui sera en fait presque une deuxième version, une prolongation des Gardiens de la Matrice 1, en fait. Bon, bah écoute, c'est chouette. Donc, on va dire, allez, début de l'année, au pire, peut-être un cadeau de Noël, hein. Peut-être avant. Peut-être un cadeau de Noël, si tout va bien. Ok. Donc, je rappelle, ton 54e dîner OVNI et 20e rendez-vous de l'éveil, c'est samedi prochain, à partir de 19h, le samedi 26 novembre, et donc... voilà, il reste encore des places. Écoute, moi je vous propose de passer maintenant immédiatement au programme Web TV, parce que Marc, tu restes avec nous, hein, parce que tu es encore là hein, sur le programme Web TV. Allez, je vais partager la page. Sylvano, comme d'hab. Alors, le programme Web TV, donc on commence par le sens caché du jeu de 52 cartes. Le lundi 21 novembre à 20h30, le sens caché du jeu de 52 cartes avec un invité que tu as reçu il y a peu, Antoine Howard Crowhurst. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, il nous en parle un petit peu de cette conférence. Vous allez voir, c'est vraiment plutôt sympa. Il l'a fait d'ailleurs avec son fils aussi. Ils ont travaillé tous les deux sur le sujet et ils ont sorti un livre là-dessus. Voilà, c'est l'une des conférences à ne pas manquer la semaine prochaine. Eh bien, excellent. Ensuite, le mardi, est-ce qu'on a quelque chose le mardi? Oui, non, le mardi, on n'a rien apparemment. On a quelque chose le mercredi. Le mercredi, nous avons à 21h un atelier thérapie quantique. Les tarots Atlantes, c'est de quai d'argent pour l'ascension avec Frédéric Dreyfus sur CTVM TV. Donc, c'est Delphine Goujon qui accueille Frédéric Dreyfus, qui est un praticien depuis 17 ans en médecine traditionnelle chinoise, en thérapie psychocorporelle et praticien instructeur certifié Quantum Touch. Sa pratique professionnelle n'a cessé d'évoluer vers une appréhension globale de la personne. C'est ainsi qu'il a élaboré son propre concept en médecine quantique appelé symphonie énergétique. C'est vraiment la semaine spéciale jeu de cartes, hein, la semaine prochaine. Eh ben oui, hein. La semaine prochaine, sur l'INRES cette fois-ci, INRES TV, le mercredi 23, il va y avoir un documentaire dont on a déjà parlé aussi ici il y a très longtemps. Ça s'appelle Enquête de sens et il sera diffusé en fait intégralement. Voilà, je ne pense pas qu'il fasse de conférence débat derrière, ce qui est dommage, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, il va y avoir la diffusion pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir assister aux différents tournages, différentes présentations, projections
dans leur tour de France de ce film documentaire. Ça sera diffusé en intégrale sur l'INRES. Voilà. Ensuite, alors mercredi, eh bien, il y aura aussi sûrement le live BTLV, peut-être aussi du Méta TV avec Tepa, hein. Mais bon, tant que j'ai pas les annonces officielles, je ne peux pas les mettre. Qu'est-ce qu'on a ensuite le jeudi? Jeudi, on a sur Akasha Web Radio TV, Perle Louise pour Pouvoir de l'intention et de l'esprit. Voilà. Donc, c'est comment peut-on véhiculer nos intentions afin de transformer notre quotidien et améliorer le mieux-être de nos énergies. Voilà. Ensuite, toujours le jeudi à 20h30, cette fois-ci, c'est sur Nurea TV. Ah là, on a El Padre Pio, avec évidemment l'excellentissime Elisabeth de Caligny, qui est toujours un vrai plaisir à écouter. Et donc, elle va raconter l'histoire de Padre Pio, qui est devenu une des figures, on va dire, le plus symbolique de la religion catholique contemporaine. Je ne connais pas beaucoup d'Italiens qui n'ont pas, et surtout dans le sud, hein, évidemment à Naples, qui n'ont pas Padre Pio en photo chez eux. D'accord. Ça doit être vendredi avec Olivier Burette qu'on a reçu la semaine dernière. Il est venu nous parler de son émission mensuelle sur l'histoire et le cinéma. Donc sur le Moyen-Âge, voilà, je vous conseille de réécouter son interview. Si vous, d'ailleurs, vous voulez retrouver, et j'en profite pour faire une petite parenthèse, si vous voulez retrouver les interviews directement des personnes qui passent sur la chaîne, dans la description YouTube ou sur la page miasme.com, je mets des liens avec des liens directs positionnés sur la minute de passage des invités. Donc ça vous permet de retrouver les gens qui vous intéressent plus rapidement. Ensuite, si on continue Sylvano, ça se passe le 23 novembre avec notre ami Jean-Michel Raoult. Oui, Jean-Michel Raoult, à 20h sur LGC 5 TV, les alliés transdimensionnels et la transition planétaire 2016-2019. Hein. Donc, quel est le programme mis en place entre la force planétaire sans visage et l'alliance exogène pour aménager de la meilleure façon cette période sensible de l'histoire de notre civilisation? Jean-Michel Raoult, tu as aussi reçu il y a peu. C'est ça. Et d'ailleurs, je vous ai dit vendredi, mais c'est mercredi. Hein. Je l'ai un petit peu mal classé sur ma grille. Allez, on finit avec samedi et dimanche. Samedi, c'est Arcana. Ah oui, Les Malheurs d'Édipe par Arcana, Mystère du Monde. C'est la mythologie grecque pure et dure. Voilà. Et puis dimanche, miasme numéro 33. Ah, bah oui. 33, un beau chiffre, hein, plein de symbolique. Et puis, il y a une émission qu'on a bien entendu sauter parce que le principal concerné est présent avec nous. C'est l'émission de mercredi avec Monsieur Margret. Qui va la faire tout en anglais, cette émission-là. Sure. Miguel Mendoza will be my guest live from the UK, Wednesday at 12 p.m. Pacific time, 3 p.m. Eastern US, 8 p.m. GMT UK, and 9 p.m. Paris time. Bon, je vais peut-être le faire en français. Le 23 novembre, effectivement, à 21h, heure de Paris, je recevrai sur la chaîne TV du projet Camelot de Kiri Cassidy. Donc, comme tous les mois, je fais une émission, mais je pourrais en faire 4 parce que j'ai plein de demandes, mais je n'ai pas le temps de faire autant d'interviews que ça. Déjà que j'en fais 2-3 par mois, voire 4, c'est pas mal. Miguel Mendoza, que j'avais déjà reçu, c'est un Britannique qui a écrit 2 livres de plus depuis le dernier, pour lequel je l'avais invité, c'est ce qui s'appelait Rencontre avec les hybrides. Et là, c'est sur justement un sujet d'actualité avant la sortie du film The Arrival et donc Premier Contact, début décembre, c'est sur la divulgation. Et ça s'appelle We Are the Disclosure, première partie et deuxième partie. C'est un livre en 2 parties, en fait 2 livres, hein, sur Nous sommes la divulgation. Lui a écrit donc une recherche de 2 livres suite à 27 interviews
de 27 personnes différentes dans la communauté de recherche ufologique, en tout cas anglo-saxonne, puisqu'il n'y a pas beaucoup de Français dedans à l'étranger qui s'expriment, à part moi d'ailleurs. J'ai l'impression que depuis Jacques Vallée, il n'y a plus que moi. Malheureusement, il faut que je commence à écrire des livres d'ailleurs, c'est en cours. Et donc les aspects sur la conscience de ce phénomène et les relations dans l'histoire historique en fait de ces contacts rapprochés entre humains et extraterrestres. Donc on va discuter tout ce qui a trait par le biais de ces 27 interviews qu'il a faites et consignées dans le livre et les conclusions qu'il a exprimées. Un tour complet de ce que signifie l'interaction et ce changement de paradigme que constitue la reconnaissance de cette existence des relations qu'il y a entre humains et extraterrestres. Donc voilà, tout sur la divulgation extraterrestre, si vous voulez en savoir beaucoup, et je vais pas mal le cuisiner, en fait, le fameux Miguel, que j'ai reçu 2 fois déjà. En tout cas, une fois pour le livre, et une autre fois, j'ai reçu 2 hybrides qui étaient dans son livre. Donc voilà, là, ça sera tout sur la divulgation extraterrestre. Si vous avez après, tu nous referas un petit résumé en français de ce qui s'est dit. Les auditeurs de Miasme sont intéressés par des questions qu'ils voudraient, auxquelles Google voudrait répondre. Je me ferai un plaisir de les lui poser et de vous les retraduire après sur Miasme en français. Moi, je tiens à souligner quelque chose de très important qu'a dit Marc. C'est que l'ufologie française est un peu ignare de langue. Et que sur les livres, rien que toutes les publications qui sont faites sur l'ufologie aux US, dans tous les pays hispaniques, Amérique du Sud, en Italie, parce que l'ufologie en Italie est très importante. Donc, il y a une multitude d'informations qui donnent à ces pays une avancée assez phénoménale en ufologie. Mais en France, on est assez franco-français, assez franchouillard. On a du mal avec l'anglais, on a du mal avec l'espagnol, l'italien, on n'en parle même pas. Et on a un retard phénoménal. Tu ne peux pas t'imaginer le nombre de livres intéressants qui sont publiés à l'étranger et qui ne sont pas traduits en français. Je pense qu'il faudrait des siècles pour pouvoir traduire tous ces livres en français, tellement ils sont intéressants. Et il n'y a pas beaucoup d'ufologues qui maîtrisent effectivement ces langues-là. Et ils prennent un retard sérieux parce qu'ils restent franco-français. Et en fait, depuis 30-40 ans, ils restent franco-français, ils n'avancent pas. C'est pour ça qu'on compte sur Marc pour nous faire ensuite un résumé condensé, parce que sur cette interview-là, il n'y a pas de problème, et donc j'accueillerai les questions des auditeurs de Miasme sans souci, et je sélectionnerai les questions qui sont intéressantes. Et comme le disait Sylvano, il a tout à fait raison. Ce décalage linguistique entre la France est aussi un peu délibéré, je dirais, parce qu'il y a quand même pas mal d'interviews d'anglo-saxons qui sont sous-titrés sur Internet, donc accessibles. C'est au niveau de la lecture des livres, de la littérature, qu'on on a un lag, un retard de quelques décennies, et je pense que c'est assez délibéré. Alors je n'accuse aucun éditeur français, mais en tout cas l'ufologie et le gouvernement occulte en France est très très puissant, et donc la chape de plomb est bien là en ufologie, puisque l'ufologie, comme je le dis dans mes conférences, que vous le croyez ou pas, c'est la clé de voûte du secret planétaire. Donc c'est la poupée russe qui replace les autres poupées russes. Ok. Bon, Marc, merci pour toutes ces précisions. Tu repasses dès que tu as à nouveau plein de choses à nous dire. La porte est toujours ouverte. Et puis, on se dit au moins au mois prochain pour ton dernier dîner OVNI de l'année. Ah oui. Le 7 décembre, oui. Mais il y aura d'autres choses avant. Voilà. D'autres actus avant. À bientôt. Ok. Salut, Marc. À bientôt, Marc. Bonne soirée. Et puis, merci. Et puis nous, on va recevoir Aurore. Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut, Aurore. Alors, donc Aurore, bien, ce soir, tu nous fais le plaisir de venir pour nous présenter une nouvelle chronique, revue de presse. Alors, avant d'aller directement sur ta chronique, je voulais en profiter pour représenter, parce qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé, de la page presse de miasme.com. Donc là, vous voyez, sur le mois de novembre, le nombre de revues recensées commence à être conséquent. Et bien nous, on va se focaliser ce soir, grâce à toi,
sur le dernier numéro d'Inexploré, le numéro 32, Oui. qui est la revue officielle de l'INRES, en fait. Voilà, absolument. Alors, c'est vrai que j'ai été très touchée il y a quelques temps en arrière par la revue dont j'ai parlé quelques fois, Happiness. Et avec cette revue-là, j'ai aussi eu un coup de cœur pour une autre revue qui est justement Inexploré. Donc, on a vu tout à l'heure une image qui est très belle, il y a un magnifique bleu. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette image, c'est qu'on voit tous ces gens regarder dans la même direction, tous ensemble. Je ne sais pas si on voit bien. Donc ça, je trouve ça extraordinaire, c'est coopérer en route vers demain. Donc vers demain qui est déjà là, quelque part, déjà aujourd'hui. Et c'était le magazine de l'INRS, alors je ne sais pas si je la prononce correctement, et il a donc une sortie trimestrielle, donc c'est d'octobre, novembre et décembre 2016. Et à l'intérieur, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est parce qu'il y a énormément de choses. À chaque page, on est plongé dans plein de lectures. On a vraiment, on est captivé du début à la fin. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Donc, on peut prendre le temps de observer, regarder un petit peu déjà les images qui sont présentées. Et puis, à chaque fois, il y a des sujets qui touchent vraiment à tout. Donc, c'est ça qui est vraiment, pour moi, très parlant, dans le sens où je vais avoir l'envie de me plonger à l'intérieur et prendre le temps vraiment de lire chaque petite chose. Et puis, il y a vraiment aussi cette envie que ça donne de prendre le temps de s'arrêter et de lire, parce que le but est de avoir l'envie de lire, en fait. Pas seulement Tout à fait. Et est-ce que du coup, il y a un ou deux articles qui t'ont tout particulièrement touché? Alors oui, effectivement, il y a un article qui m'a beaucoup plu, qui est au tout début, qui est de Anita Moorjani. C'est une femme qui a été proche de la mort et qui a fait une expérience de mort imminente où elle a pu justement vivre quelque chose d'unique, d'incroyable. Et elle est revenue avec tout cet amour en elle. Et j'ai été profondément touchée vraiment par cet entretien, comme c'est écrit sur cette page, guérir par l'amour de soi, à la page 8. Donc, je laisse les personnes qui achèteront le magazine découvrir cet article, mais franchement, c'est vraiment magnifiquement bien exprimé, expliqué. Elle a écrit un ouvrage qui est Revenu guéri de l'au-delà. Et elle a écrit un nouvel ouvrage qui s'appelle « Et si c'était ça le paradis ?» Pour quelle raison elle a écrit un nouvel ouvrage? Parce qu'elle a senti que les gens avaient encore des questions qui se posaient par rapport à l'expérience qu'elle avait eue et qu'à travers ce deuxième ouvrage, elle pouvait aussi répondre à ces questions. Donc, elle a reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de messages par mail. Donc, c'est vrai que ça a été pour elle quelque chose d'important d'écrire un nouvel ouvrage. Et franchement, c'est vrai que son histoire est extraordinaire. Voilà, c'est des vrais miracles qui adviennent quand même dans la vie, auxquels il faut croire. Moi, j'y crois profondément, en tout cas. D'accord, et c'était une interview de Jocelyn Morisson, il me semble. Oui, tout à fait. Et aussi, quelque chose qui m'a beaucoup touchée, alors ça parle d'une école, des enfants qui ont été sauvés par les anges. Alors moi, je crois profondément aux anges. Et c'est quelque chose aussi, un article sur lequel j'ai tout de suite eu un coup de cœur, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'est passé il y a déjà quelques années, en 1986 aux États-Unis. Et donc, il y a une prise d'otage dans une école élémentaire. Et justement, ça parle de quelle façon tous ces enfants ont pu être sauvés par ces magnifiques présences lumineuses, ces présences de lumière, ces présences angéliques. Et là aussi, c'est vraiment magnifique de lire cet article, ça vaut vraiment la peine. D'accord. Ça m'a beaucoup touchée aussi, et justement, les enfants racontent à ce moment-là ce qui s'est passé, et même des années plus tard, parce qu'à l'époque, ils étaient enfants, aujourd'hui, c'est 20 ans ou 30 ans plus tard, donc forcément, ces enfants sont des adultes, mais ils s'en souviennent très bien, parce que forcément, ça les a beaucoup marqués. Tu m'étonnes. Et je crois que là, c'est marqué « à voir », donc je ne sais pas si c'est
Donc, je n'ai pas été regarder. Éventuellement, c'est une vidéo qui parle de ça. Alors, il n'y a pas, on ne le voit pas à l'écran, c'est à la page 26. Donc, c'est une histoire des enfants. Voilà, c'est vrai que c'est très clair. C'est des enfants sauvés par des anges. On voit des enfants en train de prier, une belle lumière derrière eux qui les éclaire. D'accord. Voilà. C'est vrai que je fais défiler les pages là petit à petit. Le magazine est vraiment très très complet. Il y a un nombre d'articles qui est assez incroyable. Et en plus, pour 3 mois, c'est un prix vraiment dérisoire. Hein. Ça vaut vraiment la peine de dépenser. C'est ça. C'est-à-dire que là, j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Tu vois, je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça. Sur donc, le site de l'INRES, vous avez une offre pour 9 € par mois où vous avez droit donc, à l'abonnement TV plus les 4 magazines dans l'année. Donc c'est vrai que c'est quand même une offre qui est plutôt intéressante et ça vous permet ensuite de voir toutes les comment dire les émissions TV que l'INRES fait, donc soit les émissions hebdomadaires, soit même les films documentaires. D'ailleurs, on va recevoir dans 5 minutes Olivia Ciné pour nous parler du dernier film documentaire qu'elle a fait pour l'INRES. Voilà. Eh bien, écoute, Aurore, on a été ravis encore une fois de partager ce petit moment avec toi. À chaque fois, tu mets tellement de cœur à nous expliquer ces revues que ça nous donne envie d'aller nous précipiter sur notre penchant de journaux pour pouvoir découvrir avec nos yeux cette revue. Alors, et c'est vrai que j'ai envie de rajouter ça. Auparavant, j'achetais des magazines qu'on peut trouver un peu partout. Alors, tous ces magazines sont très bien, mais depuis que j'ai découvert ces autres magazines, je passe vraiment beaucoup plus de temps avec ces magazines-là et j'ai laissé de côté les autres pour justement... Tu es en train de dire que tu n'achètes plus Biba, Femme Actuelle, Elle, ce genre de choses. C'est une honte. Eh bien, écoute, on te dit à très bientôt, prochain numéro, peut-être de d'Happiness ou d'Inexploré. Ils vont sortir le mois prochain le numéro d'hiver. Voilà, dès qu'ils sortent, n'hésite pas. D'accord, très tu repasses et puis on représente tout ça ensemble. D'accord. Je remercie vraiment de m'avoir invité encore pour cette belle moment de partage dans le cœur. Je salue tout le monde. Merci beaucoup encore. Merci Antoine. Au revoir à tout le monde. Avec plaisir. Sylvain, au revoir. À bientôt. Ciao. Eh bien, écoute, on va enchaîner avec le film documentaire, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec l'INRES. On va recevoir Olivia Ciné qui va donc nous parler de ses films documentaires et qui va aussi, vous allez voir, partager avec nous sa passion de la photo. Elle a une façon très à elle d'aborder la photo, d'une façon aussi très très poétique. Et on va découvrir tout ça tout de suite avec Olivia. Eh bien, bonsoir Olivia, comment vas-tu ? Bonsoir Antoine, je vais très bien. Écoute, ça me fait extrêmement plaisir, tu sais, de te recevoir à nouveau ici sur Miasme. La dernière fois, c'était avant l'été, je crois, en juin ou en juillet, et où tu nous avais accompagnés pendant toute une émission. À l'époque, il y avait encore Valerio qui était là, d'ailleurs. Oui. Si, je m'en rappelle très bien. Donc, je t'ai demandé de venir ce soir dans le cadre des films documentaires, parce que tu es réalisatrice, entre autres, de films documentaires, et tu passes très régulièrement des films sur l'INRES. Oui. Depuis la rentrée, depuis la saison 2 en fait de l'INRES TV, ouais. D'accord. Ça se traduit comment sur l'INRES? Tu passes c'est l'Extra Lab, c'est ça? Oui, voilà, l'émission s'appelle l'Extra Lab. Donc on va pendant 17 minutes, on est 3 réalisateurs, donc chacun a 17 minutes pour présenter une personne qui a une vision différente des choses ou qui a quelque chose d'un peu, pas extraordinaire forcément, au sens merveilleux, mais en tout cas une manière d'aborder un sujet qui soit différente et qui nous permette aussi à nous du coup de voir les choses sous un autre regard. Voilà. On est 3 réalisateurs, donc il y a Sébastien Lilly, Réjeanne Hérault qui écrit beaucoup dans le magazine Inexploré, et moi. Voilà, ça fait un 52 minutes.
Oui, et d'ailleurs, je crois que tu es passé sur l'Extra Lab de la semaine dernière. Alors, ce que tu m'as appris, chose que je ne savais pas, tu vois, c'est que l'INRES diffusait un certain nombre d'Extra Lab gratuitement sur YouTube, de façon à ce que les gens qui ne sont pas abonnés puissent prendre connaissance de ces émissions. Donc voilà, là, je l'ai appris avec toi. Et ça tombe bien, il y a 2 de tes émissions qui sont finalement en accès libre. Voilà, c'est ça. Il y en a un sur les Carters, qui sont des habitats écologiques, habitats réalisés et créés par Evelyne Adam. C'est des habitats qui sont en chanvre et en chaux. Je vous conseille vraiment de regarder cet épisode-là. Et un autre sur le vin, avec Bruno Quenu, qui est le premier médaillé de... ça s'appelle la médaille des lettres, des arts et des lettres. Donc c'est une médaille qui a été attribuée par le ministère de la Culture. Donc pour cette personne qui parle en fait du vin d'une manière, voilà, jamais vue, je pense, d'une manière très poétique, d'une manière très subtile, très profonde. Donc c'est un joli reportage pour comprendre un peu plus l'aspect spirituel du vin qu'on comprend plus aujourd'hui ou qui a été un peu perdu ou laissé de côté, quoi. Et puis c'est une personne, d'accord, oui, puis... pardon, au-delà de la complexité que ça peut sembler en fait ce que je viens de dire, il aborde aussi le vin et fait apprendre aux gens à goûter, à déguster d'une manière complètement différente de ce que les œnologues ou de ce que les sommeliers nous apprennent ou de ce qu'on peut imaginer en tout cas, de ce qui est de ce qu'on croit dans le vin et qu'il faut comprendre toutes les subtilités, tous les mots du vin pour pouvoir le goûter et l'apprécier. Lui, il enlève complètement toutes ces règles, toutes ces normes, te faire apprécier un vin différemment et te faire ressentir des choses intérieures. Voilà, donc c'est super. Oui, puis avec ce reportage sur le vin, finalement, tu es revenu à tes premiers amours, parce qu'il me semble que ton premier long métrage, c'était un tour du monde des vins bio, hein, c'est ça, des viticulteurs bio à travers le monde. Oui, c'est ça. On revient à des amours de jeunesse. Je pense que le vin, parce que je m'intéresse à l'agriculture biologique, mais je m'intéresse aussi aux questions de spiritualité. Et le vin, finalement, quand on cherche bien, d'une part, il y a beaucoup de viticulteurs qui font de l'agriculture biologique ou de l'agriculture biodynamique pour préserver les saveurs, etc. Mais il y a aussi un cheminement spirituel. C'est une voie initiatique en soi parce que le vigneron doit s'effacer, il doit laisser s'exprimer son terroir, il y a de l'abnégation. C'est assez intéressant. Donc c'est aussi une voie initiatique. Et on retrouve donc de la spiritualité. Beaucoup de spiritualité, hein, c'est le sang du Christ. Il y a toute une symbolique derrière le vin que je ne connais absolument pas, ou j'en connais à peine la surface. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir et c'est un beau chemin, je pense. C'est un chemin silencieux. Tout à fait, c'est même génial d'entendre parler du vin comme ça, parce qu'en général, je crois que c'est la première fois que j'entends parler du vin de cette façon très, très poétique et très, très spirituelle. En général, c'est pas comme ça qu'on l'aborde. Et je trouve que c'est une très belle façon d'aborder cette chose-là. Et c'est vrai qu'il y a des très belles personnes derrière le vin lorsqu'il est traité, on va dire, avec amour. Hein. C'est toujours pareil. Ouais, c'est toujours pareil. Ouais. C'est toujours l'intention qu'on porte sur les choses. Mais le fait de dire que c'est une manière différente d'aborder le vin, il y a aussi le côté chaleureux, il y a aussi le côté réunir, il y a aussi le côté un peu, on se saoule, mais qu'est-ce qu'on cherche dans l'ivresse aussi. Il y a ce côté-là et il ne faut pas non plus l'omettre. Et ça rassemble. Quand on est entre amis, on a envie d'ouvrir une bonne bouteille de vin. Il y a ce côté-là qui est hyper important, qui n'est pas loin de l'aspect spirituel, parce que finalement, on a tendance à mettre un truc un peu sérieux derrière le mot spirituel, mais je crois que c'est avant tout la convivialité, c'est le plaisir de partager, c'est aussi spirituel. Il n'y a pas grand-chose qui n'est pas spirituel, en fait. Tu as tout à fait raison. Et pour continuer sur cette idée de, on va dire, bio, tu as aussi participé pendant 1 an et demi, je crois, à une aventure humaine près d'un potager bio qui est du côté d'Antony, c'est ça? Alors en fait, ouais, en Essonne, oui. Et de cette aventure-là, tu en as aussi sorti un documentaire. Alors du coup, l'aventure des potagers de Marcoussis, c'était, j'avais besoin de trouver des producteurs locaux dans les environs où j'habite. Donc j'habite Antony et en fait, au rayonnage d'Antony, on a des villes comme Marcoussis qui tentent de préserver la production locale et
Et au-delà de la production juste de légumes, ils ont aussi une conserverie, donc ils transforment aussi leurs produits, ils vendent, ils ont une boutique solidaire. Donc... Et en même temps, il y a l'intégration de gens qui sont en difficulté, des gens qui n'ont pas de papier, des gens qui en ont mais qui n'ont pas de logement, des gens qui sont un peu dans une situation de fragilité. Moi, en tout cas, à ce moment-là, c'était une transition, j'avais vraiment envie de changer de métier. Donc j'étais aussi dans une situation finalement peut-être moins fragile que certaines personnes, mais en tout cas dans une situation de transit. Et je crois qu'on va là-bas parce qu'on transite, on change, on a besoin de faire un point de qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on a envie d'aller, et on met les mains dans la terre et tout de suite, ça, je sais pas, ça fait du bien, il y a un truc de simplicité, il y a la tête qui se tait un peu, et c'est vrai que ça fait du bien de revenir à des choses un peu simples, et en fait de partager avec des gens qui ont des parcours assez incroyables, qui traversent, qui font partie des gens qui traversent la Méditerranée pour aller chercher en Europe un peu plus de paix, un meilleur accès à des soins. Donc voilà, on se retrouve avec des gens qui ont des difficultés réelles, en tout cas fortes, pour survivre, quoi. Et je pense que ça met un petit coup de pied au cul de nos petits problèmes plan-plan. Et voilà, et ce film, c'est pas vraiment un documentaire, c'est un film de 10 minutes qui montre, qui jette mon regard sur ce que c'est pour moi les potagers de Marcoussis. Et c'était un cadeau que je leur ai fait, c'était un peu le contrat quand je suis rentrée là-bas, je devais rester 3 mois, finalement j'y suis restée 1 an parce que je m'y suis sentie très bien. Et voilà, l'idée c'était je crois que c'était d'offrir une petite vidéo pour faire peut-être parler d'eux, même s'ils n'en ont pas plus besoin que ça. Mais moi, c'était aussi une manière de clôturer. Et puis, c'était une expérience aussi pour filmer. De filmer, une expérience de réalisation. Voilà. Tu sais quoi, on va regarder le teaser de ton film. Il y a besoin de préciser sur ce petit teaser de 3 minutes, c'est
en fait, c'est pas vraiment un teaser pour le film de 10 minutes, c'est juste un extrait parce qu'ils avaient besoin pour leur demande de financement participatif d'un petit film. Donc, on voit effectivement quelques images du film de 10 minutes, mais ce qui est écrit, c'est voilà, aidez-nous, soutenez-nous, c'était aussi pour leur financement participatif. Et on entend aussi la très belle musique d'Antoine Duchesne, qui a composé cette musique juste pour le film. Je tiens à le remercier parce qu'il a fait un super travail. Et il travaille, donc il a fait cette musique de 3 minutes et il travaille donc sur la musique de 10 minutes qui sera pour le plus long film. Et voilà, un très beau travail, très beau boulot. Et d'ailleurs, si on veut voir ce film donc, dans son intégralité, pour ceux qui sont en Essonne, c'est mardi prochain, c'est ça, ouais. à Marcoussis, dans le cadre de Ciné-Essonne. Il y a un petit festival, je crois, qui s'appelle Deuxième coup de cœur, La Carte. Et entre autres, il va y avoir des diffusions de courts-métrages. Et le tien sera entre 2 courts-métrages. Voilà, il sera diffusé un petit peu avant. C'est des amitiés. Marcoussis, c'est une petite ville et tout le monde se connaît un petit peu. Ils avaient envie de passer ce film-là en première d'un film d'un réalisateur pour le festival, pendant le festival Ciné-Essonne. Donc voilà, c'est aussi un cadeau, je pense, qu'ils me font, parce qu'il y aura des personnes dans la salle susceptibles aussi d'avoir peut-être des contacts potentiels, je ne sais pas. Enfin, on verra. Enfin, c'est chouette de le voir sortir au cinéma, quand même. C'est pas rien. Ouais, c'est un grand écran. Et puis, tu as un deuxième amour aussi, c'est en dehors on va dire du reportage, c'est la photographie. Oui. Et dans le cadre toujours de ce potager de Marcoussis, tu as pris, mais pendant cette année où tu as travaillé avec les personnes qui étaient là-bas, tu as pris des dizaines et des dizaines de photos et tu en as fait une expo. Oui, oui. Et une très belle expo qui a bien fonctionné. D'ailleurs, je vais partager quelques-unes de ces photos de l'expo. Peut-être que tu vas vouloir les commenter. Alors l'expo est encore visible au potager de Marcoussis. C'est chouette parce que du coup, c'est une ferme, en fait, les potagers. C'est une ferme où il y a aussi une boutique solidaire. Donc, on peut y aller le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi pour aller acheter ses légumes locaux et bio et solidaires. Et je fais la petite pub pour eux, évidemment. Et donc, l'expo est visible encore jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc, je remercie la mairie de Marcoussis qui m'a permis d'avoir ces photos. C'est eux qui ont financé l'impression. Et tout a été installé par eux aussi, enfin, par Laure Gibou, qui est responsable de la communication au potager de Marcoussis. Et donc, elles sont assez grandes, ces photos. Ça ne sort pas là sur les images, mais c'est impressionnant pour moi, en tout cas, de les voir en papier, format papier. Je crois que c'est quelque chose que j'ai besoin. J'ai besoin que ça soit matérialisé. La vidéo, on ne pourra jamais, à part de sortir un DVD, qui correspond à l'état matériel du film. Mais pour moi, les photos, qu'elles existent physiquement, c'était quelque chose de super. Ça fait quelque chose, je pense. Moi, ça m'a fait quelque chose de les voir sortir. Et tu me disais que toi, à travers tes photos, le regard que tu as à travers ces photos, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens se trouvent beaux sur les photos, quelle que soit leur personne, leur personnalité. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de rayonnement comme ça qui ressort de ces photos quand on voit cette dame qui sourit à pleines dents comme ça. Ouais, Toina, elle est super, elle a un sourire incroyable, elle a une chaleur. Quand je parlais des gens qui ont des difficultés et qui vous font presque oublier les vôtres parce qu'ils ont tellement de sourire, je sais pas, c'est superbe. Et oui, sur la beauté, c'est pas tant se trouver beau d'une manière... Je me pose encore beaucoup de questions sur l'aspect de la beauté. C'est vraiment un travail que j'aimerais faire en proposant des shootings photos avec des gens qui ont besoin de se réconcilier avec leur image. On se trouve pas beau en photo. Je sais pas, il y a un truc avec la photo. On se dit, mais l'autre, on lui fait pas confiance au photographe. On se dit, de toute façon, il va pas me comprendre. Et je crois que quand on comprend pas l'autre, on n'arrive pas à sortir... ce qui est beau chez lui. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce que moi, j'ai passé tellement de temps à me regarder, à me comparer avec les autres quand j'étais gamine, parce que j'avais un problème avec mon image, comme beaucoup d'adolescentes, comme beaucoup de gens encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai voyé tous ces traits de visage de personnes différentes que je trouvais beaux. Et
Et je crois que j'ai juste envie aujourd'hui de les mettre en lumière, de leur montrer aussi à eux qu'ils sont beaux. Mais je me pose beaucoup de questions sur comment amener une personne à se détendre pendant un shooting. C'est vraiment le travail que je veux faire là prochainement, proposer un shooting un peu particulier avec un exercice de respiration, un exercice de on se recontacte à son corps, on recontacte un peu ce qu'on a à l'intérieur. Là, on va se détendre, on va trouver cette force, et puis peut-être pour mieux l'exprimer en détendant tout ce corps-là, on va peut-être réussir à être moins crispé au moment de la photo, au moment du shooting, et puis par un exercice de discussion, enfin, c'est pas un exercice, mais par un échange, un vrai dialogue, peut-être profond aussi. Voilà, c'est un protocole que j'aimerais mettre en place avec des thérapeutes, avec différentes approches, des approches de tai chi et de qigong, de respiration, voilà, de sophrologue aussi que je connais, à qui j'aimerais montrer ce protocole, qui me le valide et que je le mette en place là, à la rentrée prochaine en janvier. Que les gens qui me contactent, ce ne serait pas que pour la photo qu'ils auront finalement à la fin du shooting, bien sûr, c'est important, mais aussi ce moment de réconciliation avec l'appareil, quoi, avec le regard du photographe à qui on doit faire complètement confiance, quoi. Et puis peut-être tout simplement une réconciliation avec leur propre image aussi. Ouais, j'aime ça c'est de choisir ensemble des images et que quand la personne nous dit là, cette photo-là, je l'aime bien parce que c'est dans les moments où je me sens bien avec moi-même, je me vois comme ça. Dans les moments où je suis tendre avec moi-même, dans les moments où j'éprouve de la douceur avec moi-même, c'est vrai, c'est comme ça que je me vois. Et du coup, cette photo, on peut la garder, alors pas de manière figée, parce qu'il n'y a jamais rien qui est figé, on a tendance à tout vouloir figer, mais plus comme un truc de ok, bon, ce moment-là, il était quand même chouette, quoi. Et puis après, effectivement, si on a besoin de la partager sur ses réseaux ou sur un site internet, voilà, on peut la montrer et être bien avec cette photo-là. C'est moi, quoi. En définitive, tu chercherais pas à prendre la photo de l'âme des gens? Alors c'est marrant parce que justement, j'ai publié un truc il n'y a pas longtemps. Je pourrais pas le ressortir texto, mais en gros, le mot Canon est issu d'un mot japonais, Canon, qui s'écrit K-O-2-N-O-N, et c'est le nom d'une déesse, en fait, qui signifie... en gros, c'est l'image serait le résultat d'une vibration. On vient capter la vibration. Et est-ce que l'âme serait pas la vibration quelle vibration on émet? Je ne sais pas si c'est pas plutôt l'état d'esprit. Je ne sais pas si c'est capter l'âme ou prendre la photo de l'âme. Je sais pas, je me suis pas posé la question. Ça serait un peu... Mais peut-être la lumière. En tout cas, cette lumière qu'on a peut-être tous, ouais. Un peu de la lumière. Est-ce que c'est l'âme? C'est peut-être la même chose. Je ne sais pas. Mais ouais, dans quel état de vibration je suis C'est plus ça, mais je me pose plein de questions encore parce que finalement, il y a des gens qui sont très, très photogéniques. Est-ce que parce qu'ils sont photogéniques dans la photo, on retrouve cette lumière? Je crois que c'est quelque chose d'autre. Je n'ai pas encore abouti sur ce cheminement et cette question parce qu'il y a des gens qui ne sont pas finalement très photogéniques que j'ai pris en photo et pourtant, il ressort quelque chose dans la photo où moi, je les trouve beaux. Alors, est-ce que c'est ça, être photogénique? J'en sais rien. Et toutes ces questions que je me pose autour de la photo. C'est un peu injuste quand même qu'il y ait des gens qui sont pas finalement très beaux intérieurement, où tu te dis, cette personne-là, quand tu la rencontres, elle n'est pas exceptionnelle, ou tu la trouves pas si chaleureuse que ça, et quand tu la vois sur des photos, waouh, elle est chouette. Je pense à ces mannequins, bon, pas toutes, il y en a qui sont très intéressantes, mais des gens que moi j'ai déjà vus qui n'ont pas ce truc, et pourtant quand tu les vois en photo, ils sont beaux, tu vois. Donc, Je sais pas, mais ça sent l'écriture d'un livre, tout ça. Ah ouais. Je sais pas sur l'écriture d'un livre. Mais oui, ouais. Oui, ce serait bien. Mais voilà, c'est un cheminement en tout cas. Et puis oui, rencontrer plus de photographes nature aussi. J'aime bien la photo nature et y intégrer des gens dans cette nature. Parce qu'il y a la photo de paysage, il y a la photo de portrait. Mais moi, j'aime bien finalement que dans les photos de paysage, il y ait un personnage. Même de loin, mais en fait, je trouve ça chouette de réunir la terre, le ciel et l'humain, quoi. Donc, si je dois faire des prochaines séries de photos, je pense que je vais me tourner plutôt vers ça, vers des personnes dans des paysages, quoi. C'est ce que je préfère. D'accord. D'ailleurs, je crois qu'il y a
Le festival, je suis en train de rechercher ça. Monterrandère, à Montier-en-Der, sur le festival de nature. C'est un super festival. Festival, c'est ça, à Montier. Montier, voilà, ouais, ça il faut vraiment y aller. Ouais, il faut y aller. C'était du 17 au 20 novembre. Ouais. C'est encore, allez, pas toute la semaine pour. Pour présenter, non. Ouais, enfin là, non, mais moi, je pourrais pas y aller cette année. Par contre, je suis contente. Là, je vais faire un stage photo avec une. Il faut vraiment regarder ce qu'elle fait. Cindy Janon. Je vais te l'écrire. Enfin, voilà. Cindy Janon. Ouais. Donc, voilà. Je voulais présenter son. Le vent des rêves. Ouais, le vent des rêves, c'est superbe. C'est une photographe qui part s'isoler. Complètement dans la nature. J'ai mal écrit son nom. C'est Jeannon. Voilà, et qui va exposer justement à Montier. Et elle propose des stages d'immersion dans la nature où tu es avec une dizaine d'autres photographes. Donc, faut plus être complètement débutant parce qu'on ne revoit pas les bases de la photo. Et on part s'isoler pendant 3 jours avec elle et un autre photographe pro qui va animer le stage et comprendre ce que c'est que. Elle parle d'interprète de la nature, en fait. Elle parle de ça. D'ailleurs, elle fait une conférence à Montier, je crois, samedi ou dimanche. Et voilà, donc son travail, c'est vraiment d'interpréter les différents éléments, en fait, les interpréter ou comprendre leur langage et les retranscrire dans une photo et d'exprimer. Elle ressent quelque chose quand elle le voit et d'exprimer peut-être ce message de la nature. Ouais, c'est un chouette travail, ce qu'elle fait. Ouais, ça a l'air vraiment sympa. C'est doux, c'est beau. Et puis il y a une quête derrière ce qu'elle fait. Elle part s'isoler, elle parle pas mal de tous ces moments de doute, de souffrance probablement, qui nous amènent aussi vers un dépassement. Je crois que c'est assez intéressant, mais c'est concret. Elle est vraiment elle pose en fait des actes. Voilà, le fait de partir dans cette cabane, c'est peut-être un peu dur, mais en même temps, voilà, elle se confronte à la réalité, aux choses et ça nous manque un peu, hein. On est un peu trop dans la tête. Hein. C'est important, je crois. Oui, je le dis à chaque fois. Le problème, c'est que la génération d'aujourd'hui, c'est le selfie. Hein. On est à 100 milieux de la photographie que tu décris en ce moment. Et alors que la photo, effectivement, c'est ça, c'est se poser, c'est observer, c'est essayer de comprendre ce qui nous entoure. Ouais, c'est ça. Dans l'atelier que je vais faire là samedi, c'est une notion que j'ai vraiment envie que les gens repartent avec cette notion-là, au-delà de savoir se servir parfaitement du réflexe entre l'ISO et l'ouverture. C'est juste, tu regardes autour de toi différemment. Moi, c'est ça que ça m'a appris, la photo, ça m'a appris à regarder le ciel, tous les jours est différent, et à se poser et à voir à quel point c'est beau, et les lumières, les belles lumières de la photo, c'est le matin, c'est le soir, et ces moments-là, faut les attendre et ça se mérite. Ce soir, par exemple, dans le RER, je regardais si les gens avaient vu, mais le ciel était violet. Et vraiment, il y avait une lueur, ça faisait toute une brume et c'était violet. Je me demandais, c'était incroyable, et je me demandais si les gens l'avaient vu ou pas. Et quand tu es photographe, tu captes ces petites choses-là. Et du coup, ça t'ajoute plus de bonheur, en fait. Puisque du coup, tu vois encore plus de couleurs, tu vois plus de petites choses qui pourraient passer inaperçues. Donc, je pense que la photo, si ça peut au moins apporter une chose, c'est d'être plus attentif à ce qui nous entoure. Voilà. Ok. Bon, écoute, c'est vraiment chouette tout ça. Si les gens veulent te contacter. Donc, si les gens veulent me contacter, je suis en train de réfléchir à tout ce que je vais devoir refaire sur mon site internet pour ajouter ces ateliers, etc. Donc, pareil, ce sera pour la rentrée. Donc, sur mon site internet, il y a mon adresse email et mon numéro de téléphone. Je devrais peut-être arrêter de mettre mon numéro de téléphone, mais il y a mon numéro de téléphone. En tout cas, ça va, je ne suis pas submergée par les coups de fil. Mais voilà, pour un shooting photo ou pour ces ateliers, mes ateliers de découverte de la photo, c'est vraiment avec 4 personnes. Donc, c'est des petits comités. Donc, on prend vraiment le temps aussi de se parler, de prendre le temps de se rencontrer, quoi. Et donc, alors ton site, rappelle-nous son adresse. C'est oliviaciné.com ou oliviaciné.fr. Voilà, les deux mènent au même endroit. Écoute, Olivia, on a été ravis de pouvoir découvrir cet univers et de la photo et du documentaire. Donc, je rappelle qu'on te retrouve une fois par mois sur l'INRES pour tes prochains documentaires.
Et puis, pour ceux qui voudraient faire du shooting ou aller plus loin dans la photo, passez sur ton site. Oui, merci beaucoup Antoine, merci pour tout ce que tu fais, tous tes partages et tout ton travail de communication. À bientôt. Allez, je t'en prie. À bientôt. Bisous, Salut. à bientôt. Bon, écoute, Sylvano, on va conclure bientôt cette émission avec un livre. Écoute, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est celui-ci. Les gens vont croire qu'on en parle maintenant chaque semaine. Hein. Découverte au Boussegui de Radu Sinamar. On en a parlé la semaine dernière avec Pascal Fechner. Et puis, t'es pas tout à fait de l'avis de Pascal. Pour toi, c'est pas forcément un roman. Et tu voulais du coup y revenir dessus. Oh oui, parce qu'il n'y a pas que Pascal. Hein. J'ai vu un petit peu partout les réactions à la lecture du livre de Boussegui, parce que évidemment, on en a fait de la pub partout. Hein. Et ces réactions me font penser à celles de certains nouveaux membres arrivés sur UAT. Et comme je l'avais déjà dit tout à l'heure avec Marc, je suis consterné du retard de l'ufologie française. Le gap à combler avec d'autres pays est vraiment énorme. Et je suis toujours aussi étonné de la manière dont on fait de l'ufologie en France, parce qu'évidemment, comme tout le monde a fait de la pub sur ce livre, Boussegui, il y en avait partout du Boussegui sur le net, hein, comme quoi il sortait. Bon, moi, je rappelle juste que j'avais déjà fait un premier gros sujet sur UAT, sur Boussegui, en janvier 2016. Hein, janvier 2016, je ne sais pas si tu vois, c'est donc plus de 10 mois avant la sortie du livre en France. Que plein de sujets ont été traités depuis sur UAT et même Antoine sur Miasme avant la publication de ces livres. J'en livrais ici même plus de 80% de ce qu'il y avait dans le livre concernant uniquement la partie découverte, hein, c'est-à-dire qui arrive à la fin du livre, avant c'est ce qui se passe. Alors pourquoi tout ça? Il faut rappeler que l'auteur a écrit ce livre, non pas en France, ici, en octobre 2016, mais il l'a écrit, lui, en 2003. Je sais bien que les Français se prennent pour le nombril du monde, mais désolé de leur dire que, comme toute l'ufologie française, ils ont des années de retard. Dans ce cas précis, 13 ans. Alors certes, quelqu'un lisant ce livre sans grande connaissance, il va se poser la question de la crédibilité de celui-ci. Donc je vais vous livrer en exclusivité pour les auditeurs de Miasme le fruit de mes recherches faites il y a déjà longtemps. Vu que je publie que très rarement sans vérification, sauf si c'est mon ami Rock Soccer qui publie à 4h du mat et que j'ai pas envie le matin de me taper 2 heures des vidéos. Alors quand j'ai lu pour la première fois l'affaire Boussegui, c'est en faisant simplement des recherches au hasard sur le net. J'ai trouvé cela, bien évidemment, moi aussi, trop extraordinaire pour que cela soit vrai. Les questions qui m'assaillaient étaient: qui est l'auteur? Quelles preuves apporte-t-il? Comment peut-il citer des personnes comme le héros du livre, César Brad, sans mettre celui-ci en danger? Car même en changeant son nom, il est immédiatement reconnaissable. Comment a-t-on pu autoriser la publication de ce livre? J'ai découvert donc que l'auteur, Radu Sinamar, a publié ce livre en 2003, comme on l'a dit tout à l'heure, en Roumanie, chez un tout petit éditeur, avec un tout petit tirage. Mais alors, comment diable, donc, toute la planète est au courant de ce livre? Car si c'est un roman de science-fiction, il s'en écrit des centaines par jour dans le monde avec des histoires encore plus sensationnelles. En fait, personne n'aurait été au courant de ce livre, sauf évidemment le petit nombre de Roumains qui l'auraient acheté, si le grand Peter Moon ne l'avait pas publié en américain, comme on le voit ici sur l'écran, Transylvania Sunrise, Radu Sinamar by Peter Moon. Mais quelle mouche a donc piqué Peter Moon pour traduire un livre qui pourrait paraître effectivement, si on ne fait pas de recherche, un roman de science-fiction? Serait-il devenu idiot et nous si incroyablement intelligent qu'il ne comprendrait pas qu'il se fasse abuser? D'ailleurs, comment l'a-t-il trouvé? Oui, sauf que Peter Moon, c'est pas n'importe qui. C'est un des spécialistes du fameux projet Montauk. Je rappelle que tout a débuté en 1930 avec le projet Rainbow, avec 3 chercheurs, dont le plus fameux est évidemment un habitué de UAT, Nikola Tesla, qui voulait étudier le concept de l'invisibilité optique, rejoint en 1933 par le physicien John von Neumann. Différents projets se sont succédés depuis, dont la fameuse expérience de Philadelphia, pour arriver au projet Montauk. Pour faire bref, car on peut y consacrer une émission entière de 5 heures, cela parle d'un voyage dans le temps, du contrôle des esprits et de dimensions parallèles.
Donc, comment ce spécialiste de Montauk en est venu à traduire un petit livre de science-fiction roumain, si tel était le cas? Où l'a-t-il trouvé? Qui lui en a parlé? En fait, aux États-Unis, il faisait des recherches sur des machines temporelles. Et il était en relation avec un physicien qui travaillait sur le temps, David Anderson, qui avait été appelé en Roumanie pour être mis au courant de cette découverte. Car figurez-vous, pour tous ceux qui ont lu le livre jusqu'au bout, il y a des machines temporelles dans ce livre qui sont relatées pour Boussegui. Donc c'est David Anderson qui a mis au courant Peter Moon. Évidemment, celui-ci n'en revenait pas. Donc qu'a-t-il fait? Il s'est rendu en Roumanie. Il a essayé de faire son enquête, il a trouvé le livre roumain et a cherché à rencontrer Radu Sinamar. Rien que cela suffit à donner à ce livre sa crédibilité. Mais rajoutons-y des éléments factuels qui ne permettent plus de douter. Le premier est qu'il fait référence tout de même à des personnages connus, notamment d'une rencontre du héros de l'histoire, en compagnie de son colonel, de Arseni Boca. Or, Arseni Boca en Roumanie, c'est comme tout à l'heure quand on l'a vu avec Elisabeth de Caligny, Padre Pio en Italie. Tout le monde le connaissait et le vénérait. C'est un véritable maître spirituel, la même chose que Padre Pio en Italie. Dans le livre, cette rencontre est assez détaillée, notamment par le danger que représentait celle-ci, car à l'époque, Ceausescu voulait le faire assassiner. Arseni Boca, bien sûr. Alors, comment un auteur de science-fiction se serait-il permis de citer un nom si célèbre, un peu comme si un auteur de science-fiction italien se serait permis de citer une rencontre avec Padre Pio? Personne de l'entourage de la confrérie de Arseni Boca n'a jamais contredit cette rencontre, ou vouloir faire mine de faire retirer son nom de son livre. Or, dans le livre, Arseni Boca, qu'ils ont rencontré bien avant la découverte de Boussegui, leur avait parlé qu'ils allaient faire une fabuleuse découverte dans les montagnes du Boussegui. Ensuite, le deuxième élément qui prouve définitivement que le livre est vrai est qu'avant sa publication, personne en Roumanie, ou que ce soit ailleurs dans le monde, ne connaissait le fameux département 0 qui est décrit dans le livre. C'est département 0 qui est cette unité spéciale, paranormale des services secrets roumains. Pourtant, une fois que le livre a été écrit, qu'il a commencé évidemment grâce aux publications de Peter Moon à être connu, l'État roumain a été obligé de reconnaître que c'était vrai, qu'il y avait bien un département 0 et que évidemment tout le monde était tombé des nues parce qu'il n'était pas budgété et que personne était au courant de ces départements. Je ne vois pas comment un écrivain, même de science-fiction, aurait pu inventer le nom. D'ailleurs, Antoine, je t'avais envoyé un fax avec l'entête de ce département du SRI en document. Mais allons plus loin. Qu'en disent les Roumains? La chance, sur EAT, il y a beaucoup de Roumains. Malgré un système éducatif strict et un régime il y a encore peu très autoritaire, les Roumains sont un peuple très en avance spirituellement, où le savoir est beaucoup transmis de bouche à oreille, même s'il ne témoigne pas facilement aux étrangers. Or, quand on va sur le web en roumain, on va trouver, en tapant Boussegui, des centaines de vidéos, des centaines d'émissions télé et radio qui ont été consacrées évidemment à Boussegui. Plein d'autres sites aussi en roumain, parce que le pays est très riche en sites de phénomènes étranges. Dans ces émissions, les journalistes roumains interrogent des personnes vivant près de Boussegui, notamment des personnes âgées, des paysans. Elles ont toutes vu, outre les convois militaires des Américains ou des convois militaires roumains, assister à des phénomènes étranges. Ils disent voir transporter dans les montagnes du très gros matériel par l'armée. Ils témoignent tous, ainsi que les journalistes qui sont allés sur place, que l'accès est interdit, gardé par l'armée. Des bâtiments qui se sont construits auxquels on ne peut pas s'approcher. Et on parle de plus de 200 militaires affectés en permanence juste pour garder un mont. Dans l'une de ces émissions, où l'animateur demandait aux personnes d'appeler si elles savaient quelque chose pour venir témoigner téléphoniquement en direct, le premier appel fut d'un anonyme qui a directement menacé l'animateur et lui a conseillé d'arrêter de continuer à investiguer sur Boussegui au risque de mettre sa vie en péril. Cette vidéo est toujours présente sur le net roumain.
Si on se rend à Boussegui pour pouvoir enquêter que l'on paye un guide de montagne, celui-ci vous indique les zones où vous risquez de vous faire tirer à vue. De plus, la cavité, décrite dans le livre, est sous le fameux sphinx de Boussegui et les fameuses tours de Babel. Ceux qui ont pu s'en approcher, témoignent tous du caractère artificiel de ces deux tours. Du reste, plein de formations étranges sont découvertes, comme Antoine vous en a montré, dans le coin par les marcheurs et aussi des jeunes, tenez-vous bien, venant faire du deltaplane au-dessus des monts Boussegui, et ils adorent ça, parce que, disent-ils, ils sont à certains endroits comme en apesanteur. D'ailleurs, tous les géomagnéticiens qui sont allés sur place disent qu'il y a un champ magnétique extrêmement fort à Boussegui. Rajoutons que la salle découverte dans le livre, fait état de chaises géantes, de tables géantes. Donc, ceux qui étaient là-bas étaient forcément des géants. Or, c'est en Roumanie que l'on a découvert le plus de squelettes de géants. J'entends déjà certains d'entre vous dire que c'est du faux. Oui, je confirme. 99% des photos sur le net de ces squelettes sont des faux. C'est du Photoshop. Et c'est normal. C'est le b.a.-ba de la désinformation. Il y a énormément d'autochtones qui ont témoigné en avoir découvert. Des fouilles sont du reste souvent organisées par l'armée roumaine qui emploie des paysans locaux. Quand ils trouvent quelque chose, les paysans sont renvoyés chez eux et l'armée fait appel alors à une équipe spécialisée d'archéologues qui vient les déterrer. Oui, sauf qu'il y en avait tellement que les possibilités de fuite étaient nombreuses. Donc, pour se parer, ils ont organisé un concours national de montage ouvert à tous, étudiants, graphistes, monteurs, etc., sur le thème de la découverte de squelettes géants. Et là, des milliers de photos sont parvenues, toutes fausses bien sûr, qui ont été déversées immédiatement sur le net. Bien entendu, aucune de ces photos n'a échappé à la perspicacité des chercheurs de vérité qui les ont immédiatement débunkées. Du coup, quand une photo, si jamais une photo apparaît et qu'elle soit vraie d'un squelette géant, elle passera complètement inaperçue, tout le monde va rigoler. Pourtant, en plus des squelettes géants et des témoignages qu'on va trouver de ces paysans qui disent en avoir vu de leurs yeux, on a aussi trouvé des objets géants, des bijoux géants. Alors pourquoi César Brad, le héros principal du livre, qui même sous un nom d'emprunt peut être facilement identifié, prend le risque de tout divulguer? Tout simplement, et dans le livre c'est bien précisé, que quand cette découverte a été faite, le gouvernement roumain a voulu divulguer ça au monde entier. Il voulait être la fierté du monde, il voulait que tout le monde puisse avoir accès à cette découverte. Mais les USA ont fait une pression énorme. Pression qu'on va retrouver chronologiquement dans le livre, qu'on va pouvoir comparer à la réalité si c'est vrai. Mais la Roumanie, pendant 24 heures, a eu un blackout total au niveau de ses finances, au niveau de ses banques. Elle ne pouvait plus emprunter, elle ne pouvait plus rien faire pendant 24 heures. Vous savez qu'un pays qui ne peut plus emprunter de l'argent ou émettre des obligations pendant 24 heures, on essaye ça en France, je ne vous dis pas. Et les USA ont fait non seulement une pression monstre, mais ils ont mis un tas d'opportunités importantes pour la Roumanie. À un moment, la Roumanie n'a pas pu refuser ces opportunités. Mais ils n'ont pas voulu non plus refuser de divulguer cette découverte. Je rappelle que la Roumanie est entrée dans l'OTAN, alors rien ne l'y prêtait, en mars 2004. Mieux, depuis l'été 2015, la Roumanie assure le commandement de la division sud-est de l'OTAN. Or, l'actuel ministre roumain de la Défense, Mircea Duza, en poste depuis 2012, fut un membre, tenez-vous bien, actif du Parti communiste dès 1976. Et les Américains acceptent de se donner à ce type-là le poste de
commandant de la division sud-est de l'OTAN. Enfin, n'oublions pas que ce livre a une suite. Parce que Radu Sinamar l'a publié en 2003, mais il a écrit en tout 4 livres, et il en est en train d'en écrire même un 5e. 4 livres qui ont tous été repris par Peter Moon, et que mis ensemble, parce que ces livres-là ont été sortis en 2006, 2009, et voilà, donc ça fait déjà une paire d'années. Et que mis ensemble, je vous garantis une histoire extraordinaire qui rejoint, mon cher Antoine, beaucoup de points des théories de Rock Soccer que nous avons eu la chance de recevoir il y a peu, sur la falsification de l'histoire de A à Z, parce que je vous rappelle que l'auteur voit, dans ces montagnes, il y a une machine temporelle où on peut voir toute notre histoire. Et donc, il dit que notre histoire est complètement fausse, de A à Z. Il explique qu'il existe des voyageurs temporels. Et la suite, dans le prochain livre, on va César Brad a été voir la vie de Jésus. Et évidemment, je ne dirai rien de plus pour pas vous gâcher 2 plaisirs. La sortie du livre 2 en France, qui est en réalité est le numéro 3 roumain. Je ne sais pas pourquoi l'auteur a squeezé un numéro. Et la sortie du documentaire de Damian, L'autre terre des dieux, qui lui a été enquêté sur place et d'après ce que je sais, a fait quand même pas mal de nombreuses découvertes. Petit plus, mais qui alors là ne va pas convaincre du tout les boulons. Des rhumatologues ont été visiter la salle avec des descriptions identiques entre eux, cette fameuse salle. Mais la Roumanie est riche en endroits magiques, et en exclu pour miasme, pendant que je discutais, Antoine vous a diffusé une vidéo d'une pyramide holographique qui n'apparaît qu'une fois par an, les 7 et 8 août, et exclusivement les 7 et 8 août. Alors les sceptiques vont dire oui, qu'à cette date-là, les rayons du soleil ont une inclination particulière qui fait apparaître cette pyramide. Oui, peut-être, sans doute, je ne sais pas. Sauf que cette pyramide respecte toutes les proportions, nombre d'or, nombre pi, des autres. Elle s'appelle Pyramida de Ceaulău, là-bas en Roumanie. Ça s'écrit C-E-H-L-A-U. Voilà. Eh bien, effectivement, du coup, est-ce que c'est un roman ou est-ce que c'est une belle histoire? Tes arguments, en tout cas, sont effectivement assez troublants. Je vous conseille d'acheter le numéro 2. Hein, ceux qui sont pressés et qui lisent l'anglais, ils peuvent l'acheter directement. Mais le numéro 2 qui sort là est déjà assez exceptionnel. Achetez-le chez RIA, librairie Odyssée, chroniqueuse chez Miasme, qu'on attend avec impatience et qui vous livrera ça avec grand plaisir. Précommandé, parce qu'à mon avis, il y a quand même pas mal il va y avoir quand même pas mal de précommandes. Je vous rappelle que le numéro 1, malgré tout, a été numéro 1 des ventes, hein, immédiatement tout de suite. Donc le numéro 2, ça va encore cartonner beaucoup plus fort. Ok. Bon, bah, écoute, je te remercie, Silvano, pour cette précision étayée, on va dire, par un certain nombre d'informations. Bon, même si ça fait des faisceaux de preuves, ça, on ne fait pas forcément une preuve sur l'ensemble du livre, mais en tout cas, tu as réussi à démontrer qu'il y a certains éléments de ce livre qui sont tout à fait vérifiables et exacts, et qu'il n'y aurait peut-être pas tout ce pataquès derrière, on va dire, politique et international, si c'était juste pour une petite supercherie, une petite plaisanterie roumaine. Alors, il n'y a aucun doute. Et Peter Moon est quelqu'un de très, on va dire... lui, il a rencontré Radu Sinamar, donc ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Et à mon avis, on va en savoir beaucoup plus sur cette histoire. Ça va faire beaucoup de bruit. Je ne pense pas que les Roumains acceptent ad vita aeternam le secret américain imposé par les Américains.
Écoute, en tout cas, on attend, nous, avec impatience, le documentaire de Damian. Ça tournait aussi au printemps avec Blood.io, et on devrait recevoir Damian en janvier ou février. Là, ça va dépendre un petit peu de son planning, mais ça va se faire en ce début d'année. Voilà. Bon, ben, écoute, Sylvano, merci de m'avoir accompagné encore une fois au pied levé sur l'émission du fait de l'absence de la pause Soen qui n'était pas très bien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, dans le numéro 33 pour ta nouvelle chronique ufologie. Et donc, on invite tout le monde à aller sur UAT pour avoir les infos au jour le jour, parce qu'il y a toujours des infos extraordinaires. Si vous avez loupé effectivement notre conversation avec notre rencontre avec Roxa Uker, eh bien, précipitez-vous sur Miasme TV pour retrouver cette interview. Vous allez voir, ça dépote. Il faut avoir peut-être vu en amont les vidéos de Rock pour pouvoir suivre tout ce qui sera dit. Voilà, on essaye d'aller un petit peu plus au fond du sujet. Je pense que ça ne va pas vous laisser indifférent. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Sylvano, à bientôt. Bonne semaine. Bye bye.